Elbaf est un des arcs les plus attendus de One Piece. La première fois que cette île a été mentionnée, c'était au chapitre 71, il y a 23 ans. Cette île, qui est le royaume des géants, est pleine de mystères. Nous avons vu quelques géants, ainsi qu'une partie du paysage via le flashback de Big Mom. Mais croyez-moi, tout ça ce n'est rien. Il y a encore tant de choses à voir sur cette île, bien que certains fans pensent qu'il n'y aura pas d'arc Elbaf. Laissez-moi vous montrer aujourd'hui, à travers 10 théories, plusieurs événements qui pourraient avoir lieu sur Elbaf. Comment cela sera important pour le scénario et aussi pour le but principal d'un membre de l'équipage. Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille, de retour pour parler de ce que je veux sur One Piece. Ça m'arrive souvent d'avoir des idées de théories, mais qui ne sont pas assez longues pour en faire des vidéos. Alors j'ai choisi d'opter pour ce format où je présente 10 théories autour d'un même thème. Le thème d'aujourd'hui est donc l'arc Elbaf. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plus de contenu directement de le philosophe dans ta page d'accueil YouTube et de laisser un pouce bleu si tu aimes cette vidéo. Et tu peux laisser un commentaire sur toi ce que tu aimerais voir dans l'arc Elbaf. Numéro 10. Pourquoi les Mugiwara seront détestés en arrivant sur Elbaf? Ok, ça peut paraître bizarre ce que je viens de dire, mais à chaque fois que les Mugiwara arrivent sur un royaume, ils sont rarement bien accueillis par la population, rarement les bienvenus. Rappelez-vous sur Drum, les habitants les ont méprisés parce que plus tôt Barbe Noire, donc des pirates, avaient attaqué l'île. Sur Alabasta, ils ont dû se cacher pour éviter de se faire repérer par les agents du Baroque Works, et aussi parce que le roi Cobra avait mauvaise réputation. Sur Skypiea, ça avait bien commencé, mais très vite ils ont été considérés comme des hors-la-loi et ont même été condamnés à mort. Chez les hommes poissons, ils ont été accusés d'avoir kidnappé des sirènes et à cause de la vision de Shirley, ils ont été détestés. À Dressrosa, ils devaient se cacher de la population pour ne pas attirer l'attention et ils ont eu leur tête mise à prix. Sur Zou, ça avait aussi commencé sur un affrontement et sur Wano, ils devaient aussi rester discrets pour éviter de se faire repérer. À chaque fois, le pays leur est hostile au début, mais à la fin, ils sont adorés. Alors, à moins que Oda change son schéma narratif habituel, quelque chose fera que les Mugiwara ne seront pas le bienvenu. Mais qu'est-ce qui pourrait causer un problème entre les géants d'Elbaf et les chapeaux de paille? Eh ben, je pense avoir la réponse. La plupart des géants d'Elbaf sont souvent introduits en duo. Dory et Brogy, Oimo et Karsi, Jarl et Yorl. Cependant, lors de l'introduction du prince Loki, il a été introduit seul. Mais il y a aussi un autre géant qu'on connaît bien qui a été introduit en solo, le géant Edgerudin apparu à Dressrosa. Et durant son combat, au chapitre 714, il montrera son souhait de devenir le roi des géants. Ainsi, le prince Loki et Edgerudin pourraient être liés car tous les deux souhaitent le trône. Et rappelez-vous que chaque duo de géants est toujours composé de un qui a la tête ronde et d'un autre avec une tête un peu plus rectangulaire. Le prince Loki semble avoir une tête ronde, quant à Edgerudin, elle est rectangulaire. Alors on peut imaginer que le prince Loki n'aime pas Edgerudin car celui-ci veut devenir le roi des géants. Et donc en arrivant sur Elbaf, tout commencerait bien et serait beau, jusqu'à ce que Luffy dise naïvement qu'Edgerudin est un de ses alliés avec qui ils ont combattu côte à côte sur Dressrosa. Et là, silence total, parce que Luffy aura prononcé un nom que sa majesté Loki déteste, ce qui aura pour conséquence de lancer les hostilités entre les géants d'Elbaf et les chapeaux de paille. Ce qui m'amène à mon point numéro 9. Numéro 9, la bataille pour le trône. Lorsque les Mugiwara arrivent dans un royaume, on a souvent un conflit entre deux individus pouvant être le roi du pays. Sur Drum, le conflit opposait Wapol et Dr. Kureha et Chopper. On a eu Crocodile et le roi Cobra, Ener contre Ganfor, Doflamingo contre le roi Riku, et à Wano Kuni, c'est évidemment Momonosuke contre Orochi. Donc encore une fois, dans le même schéma, le prince Loki serait en conflit avec une autre personne pour être le roi d'Elbaf. Ou alors, Loki sera actuellement le roi, mais un roi indigne. Et un héros viendrait redonner au peuple d'Elbaf le dirigeant qu'il mérite et son honneur. Évidemment, Loki n'aimera sûrement pas ça, donc il va sûrement envoyer certains Mugiwara en prison. Mais attention, ça c'est le point numéro 8. Numéro 8, l'arbre géant d'Elbaf. Vous avez sûrement remarqué que sur Elbaf, tout est géant. Les montagnes, les maisons, même la faune environnante est géante. Mais ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est cet énorme tronc d'arbre qu'on voit lorsque Elbaf nous est présenté pour la première fois. Dans l'animé, ça paraît encore plus clair. Il y a un tronc d'arbre géant sur Elbaf. Évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que Elbaf est inspiré de la mythologie et de la culture nordique. Le nom du prince Loki, le gâteau appelé Semla, les casques de vikings, la proue des bateaux, Oda puise énormément dans cette culture. Alors si vous connaissez un peu la mythologie nordique, vous devez connaître l'arbre-monde, aussi appelé l'Yggdrasil. C'est un arbre gigantesque sur lequel abrite un monde ou plusieurs mondes. On peut trouver différentes variantes de l'Yggdrasil
l'Yggdrasil selon les histoires. Parfois il abriterait 9 mondes, parfois 7, ça dépend. Des arbres géants dans One Piece, on en connaît déjà 3, le Giant Jack, l'arbre d'Eve et l'arbre de la cognition. Sauf que celui-ci abriterait un monde qu'on n'aurait pas vu dans le flashback de Big Mom. On pourrait aller plus loin en disant que l'Yggdrasil serait finalement l'arbre d'Adam. Vous savez, cet arbre que Franky nous a présenté, dont le bois a été utilisé pour la coque du Thousand Sunny. Franky s'en est procuré illégalement au marché noir. Et ça nous ramène au premier point où finalement, les géants d'Elbaf, en apprenant que le Thousand Sunny est fait en bois d'Adam, s'énerveraient contre l'équipage car cet arbre aurait été volé à Elbaf. De la même façon où les samouraïs étaient énervés contre Zoro parce qu'il avait le Shuzui qui appartenait à Ryuma dont Moria avait pillé la tombe. Numéro 7, la route du ciel. Ce qui est fascinant lors de la première apparition du paysage d'Elbaf, c'est aussi ces lignes qu'on peut voir dans le fond du paysage. Dans l'animé, on ne les voit pas très bien, mais dans le manga, c'est bien visible. Il y a quelque chose qui semble être aussi grand que l'arbre géant. Et c'est là que je dois vous parler du Bifrost. Dans la mythologie nordique, c'est un pont de couleur arc-en-ciel qui permet de connecter les mondes. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a un énorme arc-en-ciel à côté d'Elbaf, mais plutôt une route pour passer de la partie basse d'Elbaf, habitée par les paysans, vers la partie haute avec plutôt les nobles. Et des chemins dans le ciel, on en connaît. La toute première fois que Scratchman Appo rentre dans le nouveau monde, un phénomène étrange s'est produit. Lui et son équipage couraient dans les airs. Rappelez-vous aussi des paroles de Gunfor qui avait dit à l'équipage que le knock-up stream n'est pas le moyen habituel pour arriver sur les îles célestes, mais qu'il existe des routes et des connexions entre les îles. Numéro 6, le mystère du passé de Big Mom. Vous le savez, Big Mom est liée au royaume d'Elbaf, car à l'âge de 5 ans, elle a été recueillie par Mother Caramel dans un village sur cette île. Puis, elle et Mother Caramel ont été expulsés de l'île après que Lin Lin ait tué le géant Jarl lorsqu'elle était en pleine folie. Mais le gros mystère, c'est que lors de l'anniversaire de Big Mom, mystérieusement, tout le monde a disparu pendant que Big Mom mangeait son gâteau. Elle était prise dans une folie et bizarrement à la fin on peut voir que la table aussi est mangée, que les habits de Mother Caramel sont par terre. On apprend aussi qu'un géant qui avait assisté à la scène a été terrifié et s'est enfui. Après avoir raconté tout ce qu'il s'est passé, tous les géants du monde entier ont haï Big Mom. Tout porte à croire que Big Mom, pris dans une folie, a mangé Mother Caramel, ainsi que les autres enfants de la maison de la bergerie. C'est vraiment dur à imaginer, surtout dans One Piece, parce que j'ai du mal à voir une scène où Big Mom avalerait ses amis. Même si vous ne l'aimez pas, moi je pense que Big Mom sera bien là sur Elbaf. Ce sera aussi une occasion de finir son développement là où tout a commencé. Numéro 5, retour du dieu de la foudre. Dans la mythologie viking, le dieu du tonnerre a une place très importante. Thor, le fils d'Odin, qui triomphe de ses ennemis à l'aide de son marteau Mjolnir. Et d'ailleurs, dans One Piece, on a un personnage qui manipule la foudre et se prend pour une divinité. C'est bien évidemment Ener, l'antagoniste principal de l'arc Skypiea. Nous savons qu'après avoir perdu son combat contre Luffy, il a pris la direction de la lune, à bord de son arche Maxime. Mais là-bas, il a été déçu. Dans la mini-aventure, on apprend que lui qui pensait trouver le territoire des dieux n'a finalement trouvé que des ruines d'une ancienne civilisation. Il a aussi pu se constituer une nouvelle armée et a affronté les pirates de la lune. Si je pense qu'Ener va revenir durant l'arc Elbaf, c'est par connexion mythologique et aussi par rapport à un indice sur lui. Nous savons qu'Ener est originaire de l'île céleste appelée Bilka ou Birka, autrefois habitée par les Bilkans, avant que celle-ci soit détruite par ce dernier. Birka est aussi le nom d'une ancienne ville nordique de notre monde, située en Suède, qui fut active entre l'an 750 et 950, donc à l'époque des Vikings, ce qui ramène encore une fois à Elbaf et ses inspirations. Mais il y a aussi un autre Bilkan connu dans One Piece, c'est bien sûr Urouge, le moine fou. Et Urouge fait partie des supernovas que l'équipage n'a pas encore rencontrés, donc cet arc Elbaf serait le bon moment pour le voir en action et nous expliquer son pouvoir. Numéro 4, l'affrontement des empereurs. Alors là, je sens que cette théorie va diviser Luffy contre Shanks le Roux. Je sais que beaucoup d'entre vous n'imaginent pas Luffy se battre contre l'homme qui lui a sauvé la vie et qui lui a donné son chapeau de paille. Mais comme le dit Luffy, il compte bien faire tomber les 4 Yonko. Et lorsqu'on est pirate, il faut se préparer à cette éventualité, comme nous le rappelle Shanks. Et là, nous arrivons au moment où Shanks et Luffy doivent se voir.
Alors pourquoi Shanks serait sur Elbaf? Ça j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et qu'est-ce que cet affrontement apporterait à One Piece? Eh bien c'est l'accès au Road Poneglyph de Shanks. Quoi? Shanks a un Road Poneglyph? Oui, le mystérieux Road Poneglyph disparu, celui qui était autrefois sur l'île des hommes poissons, comme on l'a vu dans le flashback d'Oden Kozuki. J'explique cela plus en détail dans une de mes vidéos théories. Ce serait aussi l'occasion pour Usopp de revoir son père. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis les événements de la rêverie, Shanks pourrait avoir un nouvel allié. Numéro 3, le meilleur épéiste du monde, Œil de Faucon, Mihawk. C'est le moment pour lui de revenir dans le manga. Après l'abolition de son titre de corsaire, il ne pourra plus rester sagement sur son île et sillonnera à nouveau les mers en quête d'adversaires puissants pour casser son ennui. C'est pourquoi je pense qu'à Elbaf, il viendra rejoindre Shanks, car jusqu'à présent, c'est le seul pirate avec qui on a vu Mihawk avoir une connexion. Et si l'équipage de Luffy est présent à Elbaf, alors cette île sera le lieu d'un combat qui aurait une grande importance dans One Piece, celui de Zoro contre Mihawk. Après Wano, on peut dire que Zoro aura une puissance colossale. Lorsqu'il a éveillé son Haki des rois, il a pu vaincre King sans difficulté. C'est quand même un second empereur. Donc je pense qu'à Elbaf, Zoro sera prêt pour son match retour contre Mihawk. Il faut savoir que tout ce que tu as, ça arrive pas forcément en même temps. Ça arrivera à différents moments de l'arc. Par contre, le prochain combat dont je vais vous parler doit se passer à la fin d'Elbaf, car c'est le combat le plus important. Numéro 2, le roi des géants. Usopp contre Loki. On sait que dans One Piece, certains arcs sont aussi des moments importants pour des membres de l'équipage. Enies Lobby pour Robin, Whole Cake pour Sanji, et c'est fort probable qu'Elbaf soit l'arc d'Usopp. Le sniper est inspiré de Ésope, un écrivain grec de l'Antiquité qui est considéré comme celui qui a inventé la fable qui à l'envers se lit Elbaf. C'est aussi les géants Dory et Brogy qui ont guidé le garçon au long nez vers son rêve. Usopp veut devenir un grand guerrier des mers et c'est pourquoi il s'est dit qu'un jour il ira sur Elbaf. Cependant, Loki dans la mythologie nordique n'a pas le comportement d'un géant d'Elbaf. Il est réputé pour être une personne fourbe, n'hésitant pas à utiliser le mensonge et l'immoralité. Et en ça, il se rapproche énormément de Usopp, qui lui aussi est connu pour être un grand menteur, n'hésitant pas à utiliser la ruse pour s'en sortir dans des situations difficiles. Mais lui, Usopp, valorise l'âme des guerriers d'Elbaf. Alors Elbaf sera l'affrontement de deux visions, un peu comme à Wano Kuni, entre les samouraïs et Orochi. Mais Loki aura encore une carte dans son jeu. Et ça, c'est le numéro 1. Numéro 1, Ragnarok. C'est un des mystères les plus sous-cotés de One Piece. On n'en parle plus vraiment. À la fin de l'arc Little Garden, les géants Dory et Brogy ont sauvé les chapeaux de paille d'un monstre marin géant. Cependant, lorsque les géants ont préparé leur attaque, ils ont dit une phrase très mystérieuse. Hormis le serpent couleur rouge sang, personne ne peut résister à nos armes. À quoi les géants faisaient référence? Car dans la suite de One Piece, on n'a jamais vu un tel animal qui peut ressembler à cette description. Il y a une théorie qui est très connue, qui dit que le serpent de couleur rouge sang serait le continent Red Line qui entoure le monde de One Piece. Car dans la mythologie nordique, un serpent rouge existe, Jormungand. Il serait si grand qu'il a fini par se mordre la queue et entourer la terre. Moi, mon idée ne sera pas celle-ci. Comme vous le savez, dans tous les arcs de One Piece, on a un moment où l'antagoniste principal souhaite faire tout péter. Crocodile et la bombe d'Alabasta, Ener et son Raigu, Doflamingo et sa cage à oiseaux, et plus récemment le shogun Orochi qui voulait faire exploser les bombes d'Onigashima. Donc vous l'avez compris, Loki pourrait vouloir causer la fin du royaume d'Elbaf. Et dans la mythologie nordique, ce moment existe. Et cela s'appelle le Ragnarok, la fin du monde dans laquelle meurent Odin et Thor et d'autres dieux. Et devinez qui était un des acteurs majeurs du Ragnarok? C'est bien sûr le serpent Jormungand. Oda pourrait l'intégrer dans One Piece comme le fameux serpent rouge que les guerriers d'Elbaf craignent. Sans oublier que dans la mythologie nordique, Jormungand est le fils de Loki. Alors Oda ne reproduit pas exactement la mythologie, mais on pourrait imaginer que Loki ait réussi à apprivoiser le serpent de couleur rouge et l'utilisera comme dernier atout.